Salut la team Unicatef, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Romain Segui, j'ai 35 ans, je suis préparateur physique à l'Olympique Lyonnais depuis 2010 et depuis 2019 je suis en charge de l'équipe féminine professionnelle de l'OL. Voilà, j'ai eu la chance du coup depuis 2019 de gagner quelques titres dont deux Champions League et donc la dernière date du mois de mai où nous avons gagné le Barça à Turin. Donc voilà, beaucoup d'émotions et du coup j'espère que le jeu des questions-réponses avec l'Unicatef vous permettront de savoir plus un peu sur le métier de prépa physique et puis des émotions que ça peut procurer. Voilà, à bientôt. Est-il nécessaire d'avoir un diplôme d'entraîneur? Alors nécessaire pour exercer le métier de préparateur physique, on va dire que non. On passe plus des diplômes en préparation physique pour exercer notre métier. Par contre, je pense que c'est très important d'avoir des diplômes de football. Pour ma part, c'est mon cas. Et ça m'a permis, en tout cas, de développer un langage commun avec les entraîneurs, avec le staff. Et puis, je pense que c'est très très important de se dire qu'on fait de la préparation physique pour développer des footballeurs ou footballeuses que simplement des athlètes. Comment faire en sorte que vos recommandations aient plus de poids auprès du staff technique? Pour que mes recommandations elles soient importantes auprès du staff, il faut déjà recueillir des données qu'on soit en capacité d'analyser. Et du coup, c'est de les retranscrire de la manière la plus précise et la plus claire possible pour les coachs, pour qu'on aille vite à l'essentiel. On ne va pas rentrer dans des mots ultra techniques. Il faut que ça soit voilà, noir ou blanc. Et ça, c'est à nous en amont de faire cette analyse. Après aussi, l'expérience au fil des années qu'on acquiert, je pense, donne une forme de légitimité avec les entraîneurs avec qui on travaille. Et au fil du temps, on a une certaine confiance aussi qui se développe. Et je pense que tout ça fait qu'on a un peu plus de poids dans les échanges avec les coachs. Pouvez-vous nous présenter les données recueillies pour chaque étape? Alors, on utilise différents outils pour l'équipe. On utilise des questionnaires avant et après séance qui sont plutôt des données subjectives. Et puis après, comme maintenant je pense la majorité des équipes, on utilise des données GPS qui sont donc des données objectives. On a aussi des tests qu'on fait en début et en milieu d'année, mais par contre on a des tests hebdomadaires qui nous permettent aussi d'avoir un contrôle de la charge. Et ça, le but, c'est de créer des visualisations pour le staff, pour la coach, mais toujours pareil, comme je disais, que ça soit clair et précis. Et tout ça va nous aider en post-séance à préparer la suite de la semaine, la séance suivante, mais aussi pour faire aussi des feedbacks sur si on a travaillé sur des cycles d'entraînement. Voir comment on a évolué, si les résultats qu'on a acquis sont dans ce qu'on souhaitait ou pas, et ça permet aussi de réajuster pendant nos semaines ou pendant nos cycles d'entraînement. Est-il une anecdote positive et négative sur ton métier? Donc on va commencer par l'anecdote négative. C'est que souvent les prépas, en tout cas dans ce que j'ai entendu moi de mon côté, c'est on est des simples poseurs de coupelles ou échauffeurs et tireurs. Donc c'est une certaine manière de banaliser notre métier, même si moi ça me fait sourire quand je sais la variété de notre travail. Mais voilà, par contre au niveau anecdote positive, c'est vrai que depuis que je suis sur cette équipe féminine depuis 3 ans, j'ai eu un surnom qui m'a été attitré qui est El Diablo. Parce que elles ont le sentiment que je suis un peu fou, que je les fais souffrir sur tout ce qui est les efforts dissociés en salle ou en travail de course. Mais voilà, moi je le prends plutôt comme un compliment et qu'on m'appelle El Diablo, donc voilà, c'est un peu ma signature auprès des filles.
pensez-vous que la reconnaissance des préparateurs physiques a évolué ces 10 dernières années? Alors, ouais, elle a évolué, on va dire, en termes de pratique. C'est vrai que moi, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas tant de prépa que ça, en tout cas dans le club où je suis. On était plutôt sur des pôles où on gérait deux, trois équipes en même temps. Aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de notre club, c'est génial. On a un prépa par équipe, que ce soit sur le pôle féminin ou le pôle masculin. Et donc ça, oui, en effet, ça a évolué. Par contre, je trouve que ouais, dans les faits ou dans la reconnaissance au niveau de l'emploi, de quand on vient chercher une augmentation de salaire, il n'y a pas réellement en fait de choses écrites, de choses normées, il n'y a pas de charte. Et ça, c'est assez frustrant parce que c'est un peu à la tête du client. Et, qu'on ait de l'expérience ou pas, je trouve que c'est difficile. Il n'y a pas de seuil au niveau du salaire selon le diplôme. Il y en a, ils vont faire un simple, et j'ai rien contre, mais un simple BPGEPS en métier de la forme et ils vont réussir à se vendre aussi bien qu'un gars peut-être qui a fait 5-6 ans de club au niveau peut-être national en amateur, qui a un master et il va être en comparaison ou voire même, pour ma part, moi j'ai passé le diplôme de prépa à la Fédé et aujourd'hui je sais pas si ça peut faire la différence si un jour je suis en concurrence avec quelqu'un d'autre. Donc forcément l'expertise est pour moi le plus important, l'expérience. Mais au niveau des formulations de contrat, je pense que le métier le métier de préparateur physique et tout le background au niveau des diplômes devrait avoir une meilleure reconnaissance. Et d'un préparateur physique? Alors la journée d'un prépa, elle est assez variée, elle est dense aussi, et elle se ressemble, oui, pour la plupart des journées, mais ça va dépendre si c'est un jour d'entraînement, si c'est un jour de match. Mais on va faire de manière générale, on arrive facilement 1h30, voire 2 heures avant les joueuses, avant en tout cas la séance, l'heure de la séance terrain. Parce que déjà il y a une petite réunion staff où on affine ce qu'on avait évoqué la veille par rapport à la séance du jour, notamment sur au dernier moment s'il y a des joueuses qui n'ont pas pu pratiquer, qui ne peuvent pas pratiquer pour la séance. Après il y a toute l'installation de la séance terrain, de la séance aussi en salle, donc, parce qu'avant chaque entraînement on a un temps d'activation, un temps de prévention en salle. Après, il y a l'échauffement sur le terrain. Il y a la séance où là, il y a soit intervention directe en travaillant sur des qualités athlétiques, ou alors il y a toute la gestion de la charge avec le live des datas au niveau GPS. Ensuite, il y a le travail compensatoire à l'issue de la séance. Il y a des filles qui ont moins de temps de jeu et qui ont besoin de travailler dans telle ou telle qualité. Il y a aussi des moments qui peuvent être compensatoires en salle, où des filles ont besoin de travailler encore des aspects de force. Et puis après, il y a ce temps d'analyse, de traitement de données par rapport à la séance du jour, avec aussi les questionnaires de post-séance, où là on prépare une analyse pour le staff, de manière à avoir une nouvelle réunion en fin de journée pour préparer la séance du lendemain. Alors les qualités requises, il y en a plusieurs. Je vais en dire certaines, peut-être que d'autres en auront d'autres, mais moi en tout cas, je pense que déjà il faut avoir du caractère, parce que pour ma part, il y a 3 ans quand j'arrive sur l'équipe féminine, moi j'ai rien gagné, j'ai aucun palmarès, en tout cas sur le haut niveau. Et je me retrouve face à un groupe de joueuses qui avaient déjà quelques Ligues des Champions, quelques titres de championne de France et de Coupe de France également. Il y avait une joueuse qui avait gagné la Coupe du Monde aussi, donc c'est pas rien. Et en fait, moi j'avais une méthode de préparation physique qui était différente de ce qu'elles avaient pu connaître.
Et certaines se sont questionnées au début de pourquoi ci, pourquoi ça. Et moi, je suis resté droit dans mes baskets, je suis resté très fort et dans mes croyances, et pour leur prouver que ce qu'on allait faire, ça n'allait pas les perturber et que ça allait encore développer d'autres choses de bien qu'elles avaient fait avant, mais que elles allaient encore avoir des plus. Et du coup, je suis resté fort et on a réussi à avancer ensemble. Et aujourd'hui, en 3 ans, on a gagné 2 Ligues des Champions, donc c'est une fierté. Et je dis pas que c'est que grâce à mon travail, mais en tout cas, le changement a fait qu'on n'a pas eu non plus de grandes pertes à ce niveau-là. Après, j'ai aussi, pour ma part, l'exigence. Ça rejoint aussi un peu le caractère, mais c'est de toujours garder un niveau très fort d'exigence avec les joueuses. Parce que à un moment donné, dans une saison, c'est long et on peut avoir des joueuses qui enchaînent les bancs touches, qui jouent pas et qui, à un moment donné, c'est sûr, une saison c'est tellement long, on va avoir besoin d'elles. Et si elles se maintiennent pas pendant ces temps où elles jouent pas, quand on va avoir besoin d'elles, elles seront pas prêtes. Et il faut leur faire comprendre que même si c'est dur, il faut continuer à travailler, il faut pas lâcher, jamais lâcher. Troisième point, la créativité. Pareil, une saison c'est long. Quand on enchaîne les saisons, ça peut aussi être redondant, ça peut être monotone, donc il faut être capable de se réinventer, non pas en étant un professeur fou, hein, mais en tout cas il faut être capable de créer des choses en gardant sa ligne directrice, mais par contre il faut être capable de créer de la nouveauté. Et enfin, l'adaptabilité. Ça, c'est une grosse qualité qu'on a besoin les prépas parce que à tout moment, on va nous dire bah là, la joueuse, si ça te dérange pas, mais tu peux pas la gérer pendant 20 minutes parce que nous, on veut faire un tel jeu en égalité numérique. Ou non, demain, il faut que tu viennes faut que tu l'apprennes en séance plus parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas pu faire ça. Donc voilà, il y a plein d'exemples. Vous y retrouverez sûrement là-dedans, mais en tout cas, l'adaptation, elle est très importante. Qui fait dans le monde de prépa physique? Alors, la place de la recherche, elle est importante, mais le problème, c'est qu'il faut la trouver, cette place, à travers du temps. Comme tout à l'heure, j'ai évoqué ma journée, elle est quand même déjà bien chargée. Et du coup, c'est pas simple. De manière quotidienne de faire des recherches scientifiques. Surtout pour moi, le football, il a vraiment évolué depuis ces 10 dernières années, mais que ce soit sur le plan technique, tactique, mais aussi donc physique. Et du coup, forcément, on essaye de se tenir au courant de toutes les nouveautés qui peuvent sortir, hein. Quand on parle de nouveautés, aujourd'hui, on est en plein dans la data, on voit sortir beaucoup d'articles. C'est quelque chose qui évolue grandement. Même le métier de data scientist aujourd'hui existe dans les staffs, alors que ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc c'est vrai qu'on se tient au courant, mais c'est pas simple. Donc heureusement, il y a des personnes qui sont spécialistes là-dedans, qui font des recueils, qui n'hésitent pas à partager sur leur réseau, sur des applications aussi qu'ils ont pu créer. Et ça, c'est un gain de temps parce qu'ils balayent la prévention, la récupération, le développement des qualités physiques, la nutrition même. Et ça, c'est super. Et puis aussi, je vous cache pas que je viens 6 jours sur 7, on va dire, en vélo au club. Et c'est 35 minutes pour moi, enfin, ouais, même 1 heure, on va dire, 1 heure d'écoute de podcast. Et aujourd'hui, les podcasts aussi sont un formidable outil pour se tenir informé au niveau des recherches scientifiques. Quelles sont les spécificités de la prépa physique dans le football par rapport à celles des autres sports? Et pourquoi? Alors, les spécificités de notre sport par rapport aux autres, elles sont assez diverses et variées. On va déjà commencer avec les sports individuels. Ce qui est le plus marquant pour moi, c'est que eux, ils fonctionnent pas avec des compétitions où ça se passe tous les 3 jours ou toutes les semaines. C'est plutôt des blocs
où ils ont des rassemblements sur 10 jours, et là, en effet, ils enchaînent, mais par contre, ils ont des grands blocs de préparation, ils ont beaucoup de temps. Alors que dans les sports collectifs, c'est beaucoup plus complexe. On a allez, entre 5 et 7 semaines, voilà, ça dépend les équipes, les sports, mais de préparation, et après, on rentre dans l'enchaînement des matchs, et il suffit qu'il y ait la Coupe d'Europe, les coupes nationales, et là, c'est très très dense. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec un sport individuel. Par contre, par rapport au sport collectif, si on se compare avec les sports majeurs où il y a une interaction directe avec l'adversaire, donc rugby, handball, basket, bah déjà les temps de jeu sont pas les mêmes. Nous, on a le temps de jeu, en tout cas, qui est maximum avec 90 minutes. Les surfaces avec le rugby sont similaires, mais avec le handball et basket, il y a déjà une différence. Donc il y a une capacité à courir qui est beaucoup plus importante. Donc du coup, ben, pour moi, le football fait appel en tout cas à des spécificités au niveau aérobie importantes, mais aussi anaérobie. Et on l'a vu, l'intensité aujourd'hui augmente de plus en plus dans le football. Et c'est ce qui fait de plus en plus la différence. Et puis, bah, la grande, et je finis par ça, pour moi, la grande spécificité majeure, c'est qu'on est le seul sport où on manipule un ballon avec les pieds. Pour la plupart, ça se fait avec les mains. Et sans aucune prétention ou pour minorer leur talent, on est tous capables de jeter un ballon avec les mains. Mais par contre, demander de faire une transversale de 30 ou 40 mètres avec les pieds, ça demande une certaine dextérité. Et aussi de conduire le ballon, de dribbler, demande une agilité vraiment différente. Quel est l'avis de l'entraîneur en général et de votre expérience personnelle? Alors le rôle que le prépa doit avoir vis-à-vis du coach, déjà premièrement pour moi c'est de rester à sa place. À aucun moment on doit se permettre de parler technico-tactique, de faire des choix ou de se permettre de parler de stratégie tactique, sauf si on nous le demande, notre avis, mais par contre en aucun cas on doit nous de notre initiative intervenir à ce niveau-là. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ben, on est là, pour moi, pour être le garant de la charge, que ce soit l'entraînement ou après post-match. Donc, on doit être capable de faire des analyses claires, précises, pour que le coach prenne en compte mes directives à ce niveau-là. Et en gros, ben, on est un peu le troisième œil voilà, du coach. On doit être capable de voir des choses que lui, forcément, se centre sur la technique, la tactique, mais sur les efforts athlétiques, peut-être il peut avoir moins on va dire de vigilance à ce niveau-là. Et nous, on doit être là pour dire attention, ok, elle, c'est une bonne joueuse, mais par contre, je pense qu'elle a encore des besoins à travailler là-dedans pour encore l'amener. La technique ne suffit pas. Et si elle passait un cap physiquement, elle pourrait encore être meilleure. Donc voilà, c'est vraiment rester à sa place et apporter des notions assez claires et précises sur l'aspect athlétique au coach et en le soulageant là-dessus. Recul de début de saison. Alors, ouais, le truc en plus, sur mes débuts de saison, c'est lors des stages. J'aime bien réaliser des journées, ce qu'on appelle tri quotidien. Donc, il y a une première partie à jeun où on va aller faire de l'aérobie assez tôt le matin. Et puis après, bah, on enchaîne avec 2 autres séances dans la journée, matin et après-midi, qui peuvent être composées de football ou juste de blocs athlétiques dissociés. Aussi, il peut y avoir la présence d'activités. Et là-dessus, j'ai une tradition que j'essaie de respecter. En tout cas, c'est mes demandes fortes lorsque je prévois un stage, c'est de faire un effort de colle à vélo. Qui est entre 1 heure à 1 h 20 d'effort selon les profils. Par exemple, quand on va à Tignes, on fait l'Iseran. Et c'est l'idée, pas juste de se faire plaisir et d'aller faire du vélo, c'est déjà de faire un effort long en termes d'endurance,
sans avoir de fortes contraintes mécaniques. Si on devait faire 1 heure, 1 h 20 de course continue, c'est pas la même qu'1 heure, 1 h 20 en vélo en étant assis. Mais par contre, tu souffres. Tu souffres et il y a pas que le physique qui travaille, c'est le mental. Et c'est d'espérer dans la saison d'avoir des matchs à enjeu fort. Et ça nous est arrivé. Et du coup, qu'elle puisse se rappeler de se dire ah ouais, non, mais ok, on a fait pire qu'un match, on a fait pire qu'un match de foot. Et je vous dis ça parce que pour l'avoir vécu sur le Final 8, par exemple, en 2020. Il y a des joueuses qui m'ont dit à un moment donné c'était dur pendant la finale, mais on s'est rappelé de l'Iseran. Et en fait, c'était plus facile d'un coup le match parce que l'Iseran c'était terrible. Donc, le manque d'oxygène, l'effort long, le dénivelé. Et forcément, je dis pas que c'est grâce à ça qu'on a gagné, mais en tout cas, s'il y a un moment de doute pendant le match, grâce à ça, je pense que ça switch vite et tu te remets dans le dur pour aller gagner ce match. Ouais, alors j'en ai quand même pas mal des meilleurs souvenirs. Parce que c'est vrai que depuis 3 ans, c'est magnifique, hein, travailler avec l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. C'est beaucoup de médailles maintenant à la maison, grâce aux filles. Et du coup, forcément, gagner la Champions League en 2020, ma première, c'était exceptionnel, surtout qu'on sortait du Covid. Et on ne savait pas du tout où on allait. On a beaucoup travaillé pendant le Covid. J'étais un peu en mode youtubeur sur ma terrasse. On travaille tous les jours avec les filles. Et du coup, il y a eu un gros travail aussi de pré-saison. Et les filles m'ont aussi remercié de tout l'investissement qui avait été fait pendant le confinement, le travail de pré-saison. Et on a réussi à gagner cette Ligue des Champions. Donc forcément, cette Ligue des Champions et cette reconnaissance par les joueuses, elle fait plaisir. Puis il y a eu aussi la reconnaissance dernièrement, après les JO de Tokyo. Donc Adisha Buchanan qui a gagné les Jeux Olympiques m'a remercié de manière publique par rapport au travail de préparation qu'on avait pu faire à Lyon avant qu'elle parte aux JO. Et c'est aussi une grande fierté parce que connaissant la joueuse, c'est une fille qui s'exprime peu. Et là, elle l'avait fait ouvertement. Donc ouais, c'est des belles choses. Et puis fraîchement, hein, de nouveau, hein, cette Ligue des Champions qu'on allait reconquérir contre Barcelone, que tout le monde voyait bien beau et qu'on a un peu éteint au bout de 30 minutes. Donc c'est grandiose ce qu'elles ont fait et ça c'est comme un certain Thierry Roland disait, c'est pour l'éternité, hein. Donc on peut mourir tranquille après ça le plus tard possible, mais en tout cas c'est grandiose. Et du coup voilà ma plus belle expérience. Forcément c'est pour l'instant, en tout cas ce jour, c'est l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. C'est grandiose ce que je vis avec elle. C'est des travailleuses hors pair. Beaucoup pensent que c'est facile de gagner. On banalise les victoires lyonnaises, mais vous pouvez pas imaginer comment elles travaillent au quotidien, comment elles ont tout le temps soif de victoire, comment même un simple taureau, elles veulent pas aller au milieu, une simple conservation, elles veulent pas la perdre. Un hors-jeu à l'entraînement, elles vont le chipoter. C'est impressionnant. Donc vraiment, c'est un grand plaisir en tout cas d'être au quotidien avec ces filles-là.